Alors, la ferme des Petits Chapelets, c'est une exploitation familiale qui était une exploitation laitière très typique du bassin laitier rennais de l'après-guerre et que j'ai repris en 1998 en passant en bio la même année et qui a beaucoup évolué avec beaucoup de diversification, de plus en plus d'activités, de plus en plus de monde. La première production de l'exploitation, quand j'ai repris, c'était du lait. Et les différentes diversifications qui sont arrivées, on a commencé par changer les cultures céréalières vers des cultures de céréales panifiables pour faire de la farine et du pain. Puis sont venus les légumes, un petit peu de transformation laitière, soit sur place, soit en lien avec une fromagerie locale. Une meunerie, puis on a monté un fournil qui est assez actif aujourd'hui. Puis un petit atelier d'élevage de porc qui consomme tous les sous-produits des différents ateliers. Donc les différents circuits de commercialisation sur la ferme, ils sont assez nombreux. La partie historique de production laitière est encore majoritairement orientée vers le circuit long, c'est-à-dire qu'on a une laiterie privée qui collecte du lait bio. La plus grande partie du lait est encore commercialisée sur cette voie-là aujourd'hui. Le prix du lait, prix de base, on est en moyenne sur l'année autour de 475 € pour 1000 litres. Ça fait 47,5 centimes. Avec des plus-values liées à la qualité, on est un petit peu au-dessus. Donc le quota laitier aujourd'hui est de 600 000 litres sur la ferme. Et on le produit à peu près voilà, on est à blinde là. Ça fonctionne bien sur la production laitière. Le lait est aussi vendu en direct au magasin en vrac, donc ça représente une petite partie. Il y a un petit atelier de transformation, on aimerait le développer, mais aujourd'hui ça reste un petit peu expérimental sur la ferme. On fait des yaourts, du beurre et de la crème. Et on travaille aussi avec une fromagerie locale qui transforme une partie du lait aussi en fromage à Chavagne. On a un magasin à la ferme. Donc on y commercialise des produits bio et locaux de chez nous, mais de collègues aussi voisins. On y vend la viande, on y vend du cochon, on y vend le lait et puis le pain qui est produit dans le fournil de la ferme. Et un peu de légumes aussi qui sont produits sur le site. La production de légumières elle est plutôt orientée vers des AMAP. Donc il y a principalement une AMAP aujourd'hui. Et puis la production de pain, elle touche pas mal de circuits. Donc il y a des marchés, il y a des AMAP, il y a des écoles en restauration collective. Et puis le magasin à la ferme et puis quelques petits magasins autour. Au départ, en fait, l'installation n'était pas vraiment un choix délibéré de ma part, c'était plus une conséquence du fait que j'étais le dernier des enfants et que personne n'avait repris la ferme avant moi, que la ferme avait une certaine valeur et sentimentale, et puis c'était quelque chose qui tournait de façon économique. J'avais pas vraiment réfléchi longuement avant de m'engager dans la reprise, et le passage en bio était déjà pour moi une étape, ma première étape qui me paraissait suffisante, mais assez rapidement je me suis rendu compte que c'était pas une raison suffisante pour pouvoir s'installer durablement comme paysan. Alors c'était une ferme qui était en conventionnel mais qui fonctionnait avec une production d'environ 400 000 litres de lait par an sur 75 hectares. Donc évidemment, comme j'ai pris la suite derrière mes parents, c'était facilité par une installation progressive, c'est-à-dire je me suis installé en société d'abord avec mes parents, donc on a pu racheter en plusieurs fois et la ferme et la maison d'habitation. Le rachat, il a été financé par de l'emprunt, en partie, et puis mes parents ont gardé des parts dans la société, et donc au bout de 7-8 ans, j'ai racheté les parts de mes parents. Donc ça a permis en 2 fois de racheter la ferme en 2 étapes, c'est-à-dire rembourser une première partie sur 7 ans, puis de racheter les parts de mes parents, et puis après le reste c'était de l'emprunt bancaire. C'était un dossier à pas loin d'1 million d'euros. Ouais.
globalement, entre le rachat des bâtiments, des animaux, du matériel, la construction des bâtiments neufs. C'est clair que mon installation, quand on est issu du milieu agricole, quand on reprend une ferme familiale, d'abord on a l'historique de production de la ferme qui fait que on connaît le niveau de rentabilité d'exploitation. En passant en bio, on ne faisait que l'améliorer, donc c'était plutôt plus facile. En plus, en étant associé avec mes parents pendant une dizaine d'années, ça facilitait grandement. J'avais pas tout à racheter le premier jour, quoi. Donc ça rassure les banques aussi. Mais je suis arrivé avec zéro argent. J'avais aucun apport. J'avais ma DJA, quoi. Donc 15 ou 20 000 euros à l'époque, je sais plus. Mais l'argent, c'est rarement un problème dans les projets d'installation. Surtout que je partais sur un système métier qui est très connu, qui est très cadré, on vend du lait tous les mois, donc c'est assez rassurant. Et c'est vrai que d'un point de vue économique, ça fonctionne assez bien. Même si effectivement il y a des contraintes de travail qui sont fortes. On travaille tous les jours de l'année, tous les matins, tous les week-ends. Donc on a ces contraintes-là, mais si techniquement on maîtrise bien notre outil, la rentabilité du système elle est pas très compliquée. En lait bio depuis 25 ans, franchement il y a eu des crises, mais globalement c'était assez facile de dégager de l'argent et de payer les investissements. Quand je me suis installé, mon premier choc, ça a été d'être tout seul sur l'exploitation. Quand on a une vie sociale qui est assez libre, le métier de paysan, il est accrocheur, il est enracinant dans notre territoire, mais de façon assez forte. Et ça peut aussi, ça peut être difficile si on n'est pas préparé. Moi, j'étais pas préparé, quoi, parce que j'étais plutôt quelqu'un qui bougeait beaucoup. Et tout d'un coup, ouais, on se retrouve avec beaucoup de responsabilités, beaucoup d'emprunts quand même. Et puis pas beaucoup de temps libre. Et puis les copains qu'on côtoyait, eux, ils continuent à avoir du temps libre, on se retrouve en décalage. Et dans un milieu agricole qui m'a pas bien accueilli, parce que la bio il y a 25 ans, ça restait encore, on n'était pas très nombreux et très localement, ouais, ça a été un accueil qui était assez dur. Ouais. Donc c'est aussi pour ça qu'on est nombreux aujourd'hui, c'est parce que rapidement, au bout d'un an, je me dis si c'est pour travailler comme un fou avec des responsabilités énormes, avec des risques conséquents, dans un environnement qui est pas sympa, et me retrouver toute la journée tout seul, bah non, ça m'intéressait pas. Et puis l'autre chose qui a aussi fait évoluer l'exploitation, c'était vraiment les deux piliers de son évolution. C'est qu'on me reprochait en bio d'être dans un modèle très peu productif et c'est pas avec des gens comme moi qu'on allait nourrir la planète. Et donc c'est un peu ces deux choses qu'on généré l'orientation de regarder comment est-ce qu'on pouvait augmenter la productivité de l'exploitation, comment on pouvait retrouver du lien social sur la ferme. Et voilà, la diversification de l'exploitation, ça a ramené du monde. Ça m'a aussi rapproché des consommateurs. Le fait que les céréales, on ne les donne plus à manger aux vaches, mais qu'on en fasse de la farine pour nourrir les hommes, ça augmente de façon évidente la productivité de l'exploitation. Et je me suis rendu compte qu'en partant de ces deux difficultés, il y a un projet qui est vraiment très riche. C'est de se rendre compte qu'on entre dans un modèle de coopération entre les ateliers et entre les hommes, qui est riche pour nous en tant qu'êtres humains, pour notre construction, parce que voilà, on est en bienveillance, on est en responsabilité, on est en aide des autres, mais du coup les autres, aider les gens, c'est souvent aussi quelque chose de très très positif pour nous. Et puis aussi en termes de productivité, d'avoir un système complexe, un système réseauté, il se tient les uns les autres. Et donc la mutualisation dans tous les sens fait que si on se retrouve avec des petites unités de production, mais si une unité défaille ou a un problème quelconque, ça va pas impacter l'ensemble du système et le système est beaucoup plus résistant et à la fois le système peut venir aider le maillon qui se trouve affaibli, quoi. Et c'est un beau modèle de projet de société. Ouais. On est structuré avec une SCI, une société civile immobilière qui est propriétaire des bâtiments et du foncier. Et aujourd'hui, les différentes activités depuis peu sont autonomes les unes des autres. Donc on a un atelier, on va dire la partie la plus agricole, la production laitière et les cultures. C'est la partie dont je me charge qui est au sein d'une EARL. Et dans ce cadre-là, on est 4 personnes, on va dire 3 équivalents temps plein avec 2 salariés et puis 2 associés.
Il y a un fournil où il y a 4-5 boulangers dans 3 structures différentes qui louent à la SCI le fournil. Et donc on est autour de 4-5 équivalents temps plein. Sur la partie fournil, il y a Odile qui gère le magasin, qui est une structure en SARL. Et Sylvie qui est en maraîchage. On accueille aussi des porteurs de projets, donc on a Johanna qui vient de passer une année en SIAP, qu'on accompagne dans son projet d'installation en tant que paysanne en légumes sur d'un projet diversifié. Mon projet initial, il était simplement l'idée de produire en bio, ça me paraissait quelque chose de beau et de suffisant pour faire une activité professionnelle. Et je pense que quand je regarde la fleur de l'agroécologie, évidemment aujourd'hui je partage l'ensemble des valeurs qui sont associées de façon beaucoup plus complète que 25 ans en arrière, ça c'est sûr. Mais on n'a pas réussi à développer tous ces sujets-là parce que mine de rien, on n'est pas un modèle, on est plutôt un projet de transition dans l'exploitation. Le modèle est complexe, avoir une grande diversité de production, avoir une grande diversité de personnes, forcément c'est plus complexe que quand on est tout seul à décider, quoi. On a tendance à dire tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, et ça c'est une certitude, mais il faut prendre le temps, il faut bien se connaître soi-même. L'orientation de la ferme vers un modèle d'agroécologie qui respecte l'ensemble des aspects de la fleur, on y va, mais on n'y est pas encore. Une chose où on a quand même une grande expérience, c'est plutôt l'expérience d'un projet diversifié, de la cohérence de système, du réseau et de l'organisation du réseau, des propositions et de réflexions autour de l'aspect juridique. Et là-dessus, je pense qu'on a un travail qui aujourd'hui peut servir à d'autres. Quand je me suis installé au début, c'était une EARL, exploitation agricole à risque limité. Puis quand mes parents sont partis, je me suis associé avec André, qui était un ancien salarié mais qui souhaitait continuer. On a fait une SCEA, Société civile d'exploitation agricole. Donc c'était une structure qui portait le foncier, les bâtiments, le matériel et toutes les activités. Qu'on a transformé en EARL quand on a eu 2 associés qui sont arrivés, un boulanger et Sylvie en maraîchage. Elle a été d'abord associée de l'EARL. Et au moment où Sylvie et Johan sont arrivés, l'EARL a récupéré la partie agricole et l'ensemble des activités qu'il y avait à l'époque, donc agricole, maraîchage, la meunerie et le fournil. Par contre, la SCEA s'est transformée en SCI, et elle a gardé les bâtiments et le matériel. Parce que pour les jeunes qui arrivaient, Sylvie puis Johan à l'époque, c'était des investissements trop conséquents en termes de valeur. On a diversifié les activités sur la ferme jusqu'à avoir une grosse structure, toute seule, où il y avait 5 associés, 9 salariés. Et où en fait, et les positions de salariés et mon mauvais management, parce que je me mets pas en dehors de ça, faisait que ça tournait mal, humainement les gens se trouvaient pas forcément bien. Économiquement, on prenait du bouillon. Même si le sens de la production était bonne, la dynamique et la fluidité entre les divers ateliers était pas satisfaisante. Donc on a rencontré des difficultés, et un jour, comme j'en avais un petit peu assez de porter et de gérer des problèmes toute la journée, je dis bon, ça va pas, moi je peux pas continuer comme ça, donc soit on arrête, soit chacun prend en charge et en responsabilité les ateliers. Donc c'est là où on a découpé avec du maraîchage, une partie laitière, une partie magasin, une partie fournil. Chacune des personnes dans son atelier était responsable de ce qu'elle faisait, dépendait des décisions qu'elle prenait, mais aussi avait le libre choix de faire ce qu'elle voulait. Que ce soit dans la façon dont on travaille, que ce soit dans le volume d'heures qu'on souhaite consacrer à notre activité, dans les revenus qu'on souhaite en sortir, on a du coup beaucoup plus de fluidité et d'autonomie. J'ai trouvé intéressant de raisonner, de se dire que plus les unités de production sont petites, plus on va alors jusqu'à une personne qui décide pour lui-même,
mais plus l'épanouissement de la personne au sein du collectif dépend d'elle-même et dépend moins des autres. Et aussi, cette organisation permet à chacun d'avoir des modes de fonctionnement, des modes de travail qui seront complètement différents, tout en restant quand même dans un environnement économique collectif. Et voilà, l'équilibre qu'on a réussi à mettre en place aujourd'hui, ce qu'on trouve intéressant, c'est que d'avoir une structure mère qui est porteuse du capital et puis des bâtiments et du foncier, ça peut nous permettre de garantir la durabilité de l'exploitation. L'objectif aujourd'hui, c'est pas encore abouti, mais on est en cours, c'est que les gens qui produisent et qui restent un certain temps sur le lieu soient en capacité de prendre du capital social sur cette structure mère, mais c'est pas une obligation, donc ils pourront avoir ce retour, on va dire, plus tard, dans un départ en retraite ou au bout d'une période de quelques années. Et en même temps, on a des gens qui peuvent venir pour des périodes courtes, expérimenter, de mettre en production, notamment au Fournil, on a plusieurs personnes qui viennent et qui ont à disposition un outil qui est performant, qui est mutualisé, pour lequel le coût de location est très faible et qui est productif tout de suite. Donc, c'est-à-dire sans investissement, on peut expérimenter, on peut produire, on peut dégager du revenu, ou on peut s'impliquer de façon plus durable. Et en tout cas, le lieu a vocation à être durable et à nourrir le territoire. Et cette organisation-là, elle permet de répondre un peu à toutes les demandes, quoi. Chacun des ateliers qui s'est repris en autonomie aujourd'hui est beaucoup plus rentable. La partie laitière est excessivement rentable en ce moment. On arrive en fin des gros remboursements. Là, il reste une année ou deux, et ensuite on va baisser de 10-15 000 euros par an de remboursement. Donc ça va dégager de quoi éventuellement soit travailler moins, soit baisser la production. Le modèle de production laitière en lui-même, il a toujours été rentable, il n'y a pas de souci. Après, bien sûr, ça dépend quels moyens et quels investissements on met en face. Après, l'objectif, moi, mon rêve, ce serait de pouvoir transformer tout, la production laitière sur la ferme. Mais transformer 600 000 litres, c'est quelque chose d'assez conséquent quand même. L'objectif, ce serait plutôt, et quand on parlait d'agroécologie tout à l'heure, et de cohérence de système, aujourd'hui j'ai trop d'animaux par rapport à la surface, il y a 110 hectares et presque 100 vaches. C'est une vache à l'hectare, c'est très intensif. Pour un modèle agroécologique équilibré, je pense qu'on pourrait descendre à une vache pour 2 hectares. Et bon, alors voilà, ce qui fait aussi que j'ai des excédents de fumier que je peux aussi distribuer aux maraîchers voisins. Mais ce serait plus satisfaisant de diviser le troupeau par 2 dans les années à venir et de continuer à diversifier et végétaliser les productions sur la ferme. Mais profiter aussi du troupeau laitier qui, en consommant des fourrages des prairies, apporte du carbone dans le sol, donc on stocke du carbone, et aussi avec les fumiers, on apporte de quoi fertiliser les différentes cultures céréalières ou légumières qu'on peut mettre en place, quoi. Donc l'intensification du système va continuer vers de la diversification et puis une baisse de la production animale. Et je pense que les orientations, notamment liées au réchauffement climatique, sont complètement dans cette cohérence, quoi. Il faut qu'on baisse notre production animale en Bretagne, il faut qu'on augmente notre production végétale. Et là, pour le coup, les expériences qu'on mène ici, elles peuvent être vraiment transposables facilement, quoi. Depuis le début, j'avais l'idée d'être autonome en énergie. En 2011, il y avait l'opportunité de réaliser des installations photovoltaïques conséquentes qui avaient un bon niveau de rentabilité et qui à la fois étaient en capacité de produire autant d'énergie que ce qu'on consommait sur la ferme. Donc on a une installation de 217 000 kW crête, ce qui produit 250 000 kW d'électricité par an, ce qui correspond à notre consommation fuel plus électricité sur l'année. Mais voilà, le modèle économique aujourd'hui contraint nous oblige à revendre l'ensemble de la production et on rachète l'équivalent, quoi. Mais à terme, en tout cas, on a un outil qui sera en capacité de produire l'énergie de la ferme. À l'époque, quand j'ai fait cette réflexion-là, je me disais comment je peux compenser l'énergie qu'on consomme sur la ferme. Aujourd'hui, si je donnais des conseils à des jeunes, je
déconseillerais pas de faire du photovoltaïque parce que je pense que c'est une énergie qui est intéressante. Par contre, je pense que les questions que je me suis pas posées à l'époque, c'est comment est-ce que je pourrais d'abord baisser mes consommations d'énergie fossile sur la ferme avant de vouloir les compenser, quoi. Je pense qu'un modèle agroécologique, il a besoin d'être autonome en alimentation, en produits et en énergie à tous les niveaux, quoi. Il y a un des sujets sur lequel peut-être j'ai le moins travaillé, où j'ai le moins de compétences, c'est mon sol. À la fois, je sens que je suis beaucoup plus en lien avec mon environnement. À la fois, je sens qu'il faut aller beaucoup plus fort et beaucoup plus loin sur l'aspect agronomique. Replantation de haies, augmenter cette diversité à tous les niveaux. Donc j'aimerais arrêter complètement le labour dans les années à venir, parallèlement avec la mise en place de modèles agroforestiers avec beaucoup plus de densification de haies, des parcelles de plus petite surface et une diversité de plantations, que ce soit pour du bois d'œuvre, des haies pour la diversité écologique et éventuellement de la production aussi de fruits, de bois de chauffage. Et en même temps, malgré tout, ça fait 25 ans qu'on n'a pas mis un gramme d'engrais, ça fait 25 ans qu'on fournit du fumier et du compost à pas mal de maraîchers bio, locaux, voire des fois un peu plus loin. Et on a globalement des résultats qui sont très corrects en termes de culture sur la partie fourragère, sur l'herbe, les betteraves ou le maïs. Les écarts de production, quand on réussit bien nos désherbages, ils sont tout à fait faibles par rapport à des modèles conventionnels. Et alors sur la partie céréalière, on a des rendements qui sont certes 30-40% inférieurs, mais pour des orientations alimentaires qui sont aussi tournées vers l'alimentation humaine. Donc quelque part on rattrape notre productivité de quantité d'aliments produits. On a énormément d'oiseaux sur la ferme, et ça c'est une remarque qu'on m'avait fait, et c'est rigolo, dans vos champs il y a tout le temps plein d'oiseaux qui viennent se poser. Bon alors ça je sais pas si on peut dire que c'est lié à la pratique bio, si quand même on sait qu'on a aussi beaucoup de sangliers qui viennent, parce qu'il y a quand même beaucoup de vers de terre dans nos terrains, donc c'est bien défoncer nos prairies. Ça, les chasseurs reconnaissent eux-mêmes que sur les terrains bio, il y a une plus grande présence de diversité de faune et de flore. Donc on n'a pas rien fait, mais on peut faire encore beaucoup mieux. Mais en tout cas, on sait vers où on va. On va pas demander à notre environnement de s'adapter à nous, on va essayer d'accompagner pour mieux l'orienter. Donc tout ce qu'on fait ici, ce sera pas complètement reproductible ailleurs. Par contre, les principes, ils sont assez facilement reproductibles, quoi. Les principes de coopération, les principes de diversité, les principes de mutualisation, la bienveillance entre les hommes et puis la non-compétitivité pour faire évoluer les systèmes. Ça, je pense que c'est des choses que tout le monde peut partager, y a pas de souci. Ça fera un monde meilleur. Si je devais recommencer à zéro, je recommencerais par mettre en place une production laitière, peut-être en circuit long dans un premier temps si j'ai pas les moyens, les associés et tous les moyens pour faire la transformation tout de suite. Mais je pense que tout système agricole équilibré et diversifié, il doit s'appuyer sur un système animal avec une production fourragère, une production des parcelles en herbe. Ça me paraît être la base de la fertilité d'un système diversifié, parce qu'on a besoin d'enrichir les sols pour les cultures céréalières, pour les cultures légumières. Et je trouve que si on veut vraiment avoir un système autonome, avoir une production animale associée, ça fait partie des impératifs. Donc je commencerai par là, sans faire des gros investissements, pour me laisser plus de liberté, plus de souplesse pour orienter rapidement le projet, mais voilà, la meunerie, le fournil, tout ce qui a été fait, la façon dont on est organisé aujourd'hui, je pense que j'essaierai d'y aller plus vite et en ayant moins investi. Voilà, partir plus petit, mais garder cette dynamique-là.
Pour arriver où on est aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt super épanouissant. En termes de relations humaines, en termes de perspectives, en termes d'envie de partager avec les autres. Voilà, ça donne des beaux projets. On se rend compte que quand on commence à tirer la ficelle sur un petit peu ce grand réseau qu'on tisse très diversifié, on arrive à toucher tous les aspects d'une construction de société, quoi. Donc on a envie de partager ça avec tout le monde, ouais. On sent que ça peut être fort pour un modèle du futur. Ouais.